Bonjour à tous, je m'appelle Olga Alexandrova, je suis thérapeute spécialisée dans la gestion émotionnelle, les blessures émotionnelles et le décodage biologique des maladies. J'ai voulu aujourd'hui faire cette vidéo et développer le sujet des résistances en thérapie du côté du client. Et premièrement, j'ai pensé à mettre cette vidéo uniquement à disposition de ma clientèle. Et puis petit à petit, je me suis dit que peut-être les informations que je vais aborder aujourd'hui pourraient être utiles à un public beaucoup plus large. Et pourquoi pas utiles aux thérapeutes qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais aborder les sujets suivants. Je vais parler des résistances, qu'est-ce que c'est, à quel moment les résistances se manifestent en thérapie, à quoi elles ressemblent, quelles sont les formes qu'elles prennent, qu'est-ce qui fait que les clients sont motivés à quitter la thérapie ou à l'inverse à rester éternellement dans le processus thérapeutique sans jamais en sortir, et qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça. Cette vidéo pourra peut-être vous aider à sauver votre thérapie, ou peut-être si vous vous posez des questions, est-ce que c'est mon thérapeute, est-ce qu'il est bon, est-ce utile de partir, est-ce utile de rester, cette vidéo pourra répondre à toutes ces questions et quoi qu'il en soit, elle vous aidera à mieux cerner, mieux observer les obstacles que vous allez rencontrer sur le processus, sur le chemin thérapeutique. La thématique que je vais aborder aujourd'hui est très vaste. Je pourrais parler pendant des heures au sujet des résistances en thérapie. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, il est normal que dans cette vidéo, je ne vais parler que de certains aspects et je dirais même que je vais effleurer le sujet des résistances en thérapie. Si jamais la vitesse ne vous convient pas, vous pouvez dans les paramètres modifier et accélérer la vitesse de la vidéo. Et de toute façon, je vous invite à revenir et réécouter certains passages qui vous paraissent intéressants. Avant de vous parler des résistances intérieures, je vais vous parler de ma définition de la thérapie. La thérapie signifie aller là où ça fait mal pour aller mieux. Je répète, la thérapie, c'est aller là où ça fait mal pour aller mieux. Et très peu de personnes, volontairement, avec un gros sourire, vont aller là où ça va leur faire mal. Lorsque vous avez un rendez-vous amoureux, un rendez-vous galant, généralement, c'est quelque chose d'agréable et vous avez très envie d'y aller. Peu de personnes vont annuler un rendez-vous galant quelques heures avant. Eh bien, allez voir un thérapeute. Tout en sachant qu'il va faire des fouilles archéologiques dans votre psychisme et possiblement vous faire vivre des émotions que vous préféreriez éviter, tout à coup, il y a beaucoup moins de volontaires. Et dans le processus, dans la thérapie, il y a très peu de personnes qui vont consulter leur thérapeute de manière préventive, histoire de 2 ou 3 fois par an, aller voir les croyances limitantes, aller nettoyer les émotions qui peuvent être encore cristallisées par rapport à certains événements qui ont été difficiles et douloureux. Généralement, les personnes vont voir leur thérapeute comme elles vont voir un dentiste. Autrement dit, lorsque la carie est là ou lorsque la souffrance a dépassé un certain seuil. Donc, sur ce parcours thérapeutique, il est tout à fait normal d'arriver en consultation avec les résistances intérieures. Mais alors, que signifie avoir des résistances intérieures? Les résistances intérieures, ce sont des forces à l'intérieur de nous, des mécanismes de défense, de protection psychologique qui nous protègent de l'arrivée d'un certain changement et de vivre un certain nombre d'émotions négatives. Comme l'accompagnement thérapeutique a pour but de produire un changement à l'intérieur de vous et de réveiller la souffrance, il est donc normal que sur ce parcours, les résistances intérieures se déclenchent. Les résistances nous protègent donc de la souffrance. Elles nous protègent, elles nous permettent de tenir dans le temps, de survivre en quelque sorte, mais elles ne permettent pas de résoudre le problème définitivement. Et j'ai envie de vous dire, chers clients, que la thérapie commence réellement, pour de vrai, lorsque vous ressentez un inconfort. Si tout va bien dans votre vie, que vous êtes apte à dépasser vos blocages par vous-même et à transformer les difficultés dans votre vie, alors pourquoi aller voir un thérapeute ? Si le soleil brille, aller voir le thérapeute pour lui parler de la météo et du beau temps, ça n'a pas de sens. Dépenser de l'argent quand tout va bien, ça n'a pas de sens non plus. Donc les résistances intérieures sont un indicateur de l'efficacité de la thérapie. Je le répète, les résistances
sont un indicateur, un témoin de l'efficacité de la thérapie. Sauf que plusieurs personnes ont une idée qu'en allant voir leur thérapeute, il va faire quelque chose de miraculeux. Il dispose d'une recette magique qui va faire que ma souffrance s'arrête d'un coup. J'ai envie de vous dire que cet arrêt de la souffrance ne peut se faire qu'en se mettant en contact à nouveau avec ce qui vous est désagréable. Cet arrêt ne peut se faire qu'en vidangeant la charge émotionnelle derrière des événements que vous avez vécus, en vous libérant de ces émotions cristallisées, en allant rechercher vos ressources intérieures jusqu'à les stabiliser pour définitivement passer à autre chose. En thérapie, une prise de conscience fait mal, mais elle soulage. La transformation intérieure n'est pas toujours agréable parce qu'elle passe par des efforts petits, moyens ou grands. Et nécessairement, tout ce qui touche aux efforts touche à cette résistance intérieure qui peut aller jusqu'à une souffrance très intense. Pourquoi ? Parce que ce sont les codes de la nature. Il est beaucoup plus facile et plus rapide d'installer une habitude qui n'est pas très bonne pour vous, comme par exemple fumer ou boire de l'alcool ou de traîner dans votre canapé et de regarder les séries en boucle. C'est beaucoup plus simple que d'apprendre une langue étrangère. C'est beaucoup plus simple que d'apprendre à jouer d'un instrument de musique ou de faire de la méditation. Rappelez-vous, quand vous avez appris une langue étrangère, combien d'efforts intérieurs cela vous a demandé à comprendre les mots, à conjuguer les verbes, à bien prononcer les syllabes, les mots. Lorsque vous avez appris à méditer, par exemple, rappelez-vous toutes ces résistances intérieures face aux efforts que ça demande de concentration, d'observation de sa respiration. Donc je répète, tout ce qui touche à la croissance, à l'évolution personnelle et au développement personnel demande nécessairement des efforts. En thérapie, il n'y a pas d'anesthésie comme en médecine. Corriger quelque chose à l'intérieur de soi passe nécessairement par un moment désagréable, mais qui peut être tout petit, moyen ou très grand, allant même jusqu'à une souffrance intense, voire insupportable. Mais à mesure que la personne vient voir son thérapeute, ces moments vont raccourcir en délai et en intensité, parce que la conscience de la personne lui permet de comprendre que le soulagement vécu en fin de séance est inestimable, comme si c'était le Graal qui permet plus facilement de traverser le tsunami. Alors maintenant, je vais vous décrire à quel moment se manifestent les résistances. Quand est-ce qu'elles arrivent, quand est-ce qu'elles pointent leur nez. Je vais vous parler des résistances qui se manifestent avant la séance, pendant la séance et après la consultation thérapeutique. Premièrement, je vais vous parler avant la séance. Généralement, il y a ces résistances qui se manifestent dans les 48 heures avant votre rendez-vous. Tout à coup, vous ressentez que vous n'en avez plus besoin et vous annulez votre séance alors qu'il y a 3 semaines quand vous l'avez posée, c'était nécessaire pour vous et très important. Ou bien vous annulez la séance quelques heures avant. Ou encore vous annulez par SMS sans prendre le téléphone et d'appeler votre thérapeute pour replanifier la séance à plus tard. Ou carrément vous ne venez pas en séance, c'est ce qu'on appelle de poser un lapin. Les résistances avant la thérapie, avant la séance thérapeutique, peuvent aussi être des planifications de 2 tâches importantes au même moment. Par exemple, vous avez prévu votre séance, mais tout à coup, vous apercevez que vous aviez aussi votre cours de yoga qui tombe au même moment. Vous oubliez la séance. Vous arrivez en retard en séance et vos retards commencent à être réguliers. Ou encore vous tombez malade. Ou il y a des transports qui ne fonctionnent pas. Ou il y a des bouchons qui ne vous permettent pas de vous rendre à votre consultation. Donc tout ça, ça peut être des résistances qui se manifestent. Alors bien sûr, il y a des moments où nous tombons malades, où nous oublions la séance et ça n'a rien à voir avec les résistances. Cependant, les comportements que je vous ai décrits tout à l'heure sont quand même synonymes que la résistance se réveille. L'inconscient, il sait que le thérapeute va bouger les fondations et faire revivre des émotions désagréables. Donc, il y a ce quelque chose qui fait que, je ne vais pas à ma consultation qui a été prévue. Ça, c'était avant la consultation thérapeutique. Maintenant, je vais vous parler des résistances qui se déclenchent pendant la séance. À quoi elles ressemblent ?
La résistance la plus fréquente, c'est lorsque vous arrivez en thérapie et vous exprimez à votre thérapeute que votre problème est résolu. Tout à coup, ça va bien. Le soleil brille dans votre vie et votre problème est définitivement résolu. Vous ne savez pas de quoi parler et même si hier encore il y avait des émotions désagréables et quelque chose était insurmontable, eh bien aujourd'hui tout va bien. Ça peut être l'indicateur des résistances intérieures. Autre manifestation des résistances, c'est lorsque vous ressentez des émotions désagréables qui sont tournées vers votre thérapeute. Par exemple, tout à coup, vous estimez que il vous déçoit, il ne vous comprend pas, il ne veut pas partager votre avis parce que ce foutu thérapeute, c'est l'avocat du diable qui reste très neutre et qui ne veut pas prendre votre défense. Et cela vous rend irritable. Vous estimez qu'il manque de douceur vis-à-vis de vous ou au contraire, vous recherchez son réconfort, comme si tout à coup vous vous dites mais j'aimerais bien qu'il me soutienne, qu'il soit là pour moi, ou tout à coup vous observez que vous avez très envie d'aller voir votre thérapeute et très envie d'être en séance. Ça peut être la manifestation d'un certain nombre de résistances et de transferts qui se déclenchent et qui peuvent aussi déclencher les contre-transferts de votre thérapeute vis-à-vis de vous. Je ne vais pas aborder aujourd'hui la question des transferts et des contre-transferts, c'est un sujet à part, il est très vaste, mais je vous expliquerai en fin de vidéo qu'est-ce qu'il faut faire dans ces situations où vous ressentez qu'il y a un problème avec le thérapeute qui vous déçoit ou qui ne vous comprend pas. Il y a encore des résistances qui se manifestent pendant la séance et qui touchent plutôt les 10-5 dernières minutes de la consultation. Si vous observez que tout à la fin de la séance, vous vivez tout à coup des émotions très désagréables, que tout à coup tout va mal, c'est la fin du monde et que vous dites à votre thérapeute mais on n'a pas vu ça, vous vous rendez compte, c'est super important, j'aimerais travailler là-dessus parce que ça me déstabilise, mais que les 3/4 de la séance avant, vous avez peut-être un peu parlé de la pluie et du beau temps et vous avez tourné autour des choses essentielles et que cela recommence à nouveau dans les séances suivantes où la majeure partie de la séance vous parlez pas du problème qui a été soulevé dans les 5 dernières minutes à la séance précédente, mais vous parlez d'autre chose et à nouveau à la fin de la séance vous parlez des choses désagréables. Tout cela peut être des manifestations de résistance intérieure pendant la séance. Et maintenant, je vais vous parler des résistances qui se déclenchent après la séance. Lorsque vous rentrez chez vous, à quoi ressemblent ces résistances intérieures? C'est souvent l'envie de tout envoyer balader, d'arrêter la thérapie là où elle est et d'envoyer à votre thérapeute un texto disant « bon moi j'arrête, je reviendrai plus, je vous recontacte plus tard quand j'en aurai besoin ». Ou bien vous prétextez que vous n'avez plus d'argent, plus le temps ou qu'il y a tout à coup une tâche qui est devenue prioritaire. J'attire votre attention sur le fait que arrêter la thérapie par SMS, c'est une forme de résistance aussi. Qu'est-ce qui vous empêche d'évoquer cet arrêt du parcours thérapeutique pendant la consultation, de demander à votre thérapeute de faire un petit bilan sur votre parcours, sur là où vous en êtes, sur l'atteinte de vos objectifs et d'un commun accord décider d'arrêter ou de stopper momentanément le parcours thérapeutique. J'estime que la décision d'arrêter la thérapie qui est prise à deux, d'un commun accord, c'est quelque chose de très écologique et de très doux. Après, bien sûr, il y a des personnes qui arrêtent la thérapie parce que effectivement le problème est résolu et ces personnes n'ont pas besoin d'aller vérifier auprès du thérapeute. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le bon moment pour moi ou pas? Mais ceci dit, terminer est une décision qui pour moi est la plus écologique lorsqu'elle est prise en commun. Et puis il y a aussi une forme de résistance après la thérapie qui est son opposé, c'est lorsque vous n'avez pas du tout envie d'envoyer tout balader, et pas du tout. Vous avez plutôt besoin de voir votre thérapeute tous les 3 jours,
vous l'appelez en urgence et vous demandez est-ce que ce samedi à 18h vous avez une place pour moi parce que c'est un drame que je vis, j'arrive pas à le dépasser tout seul, j'arrive pas à m'autonomiser, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît, donnez-moi la séance la plus proche possible parce que sans vous, j'y arriverai pas. Ça aussi, c'est une forme de résistance intérieure après la séance, mais elle est, disons, beaucoup plus rare que l'envie de tout envoyer balader et de ne pas aller voir son thérapeute. Lorsque vous êtes plutôt de ce côté-là, où vous avez besoin d'aller voir régulièrement votre thérapeute et d'avoir des séances très très rapprochées, ça parle certainement des peurs de faire des choix, de vous autonomiser, de prendre la responsabilité de vos décisions par vous-même. Et que ce mécanisme d'infantilisation se déclenche où vous avez besoin de l'aval, de la validation de votre thérapeute. Et là, on est dans des conflits de la victime et du sauveur le plus souvent. Donc lorsque vous êtes motivé de quitter la thérapie et de tout envoyer balader, qu'est-ce que vous avez à faire avec tout ça? Si vous observez, cher client, que vous avez envie de lâcher la thérapie, que vous doutez que c'est peut-être pas très bon pour vous, que c'est pas le bon moment, que vous n'avez pas d'argent, hier vous en aviez mais aujourd'hui vous en avez plus, que la thérapie avait du sens il y a une semaine mais plus maintenant, ou à l'inverse, ça vous met en fort stress de savoir que le thérapeute ne peut pas vous prendre dans les 48 heures ou dans les 3 jours qui viennent. Là, je vous propose de vous arrêter à ce niveau-là et de ne pas faire comme si de rien n'était, mais de mettre plutôt votre attention ici, de focuser votre attention à cet endroit-là. Mettez de la conscience ici et posez-vous la question, que peut-il se passer de plus probable et de plus désagréable si je continue les consultations thérapeutiques? S'il y avait quelque chose de désagréable qui pouvait se déclencher pendant la séance ou dans la relation avec mon thérapeute, ce serait quoi? Ça, c'est pour tous ceux qui ont envie de tout laisser, tout envoyer balader. Et pour les personnes qui ne peuvent pas se passer de leur thérapeute, posez-vous la question, que peut-il se passer de désagréable, de plus probable, si je ne prends pas cette séance de thérapie dans les 3 jours, mais que j'attends les 15 jours comme c'était prévu ou les 3 semaines entre les séances. Qu'est-ce que je ressens envers mon thérapeute et qu'est-ce qui peut se passer de désagréable si là j'arrête et que je m'autonomise et que je fais face à mon problème seul. Si j'estime que pour tous ceux qui trouvent que leur thérapeute est con, qu'il est nul, que c'est un abruti, qu'il n'a rien compris, qu'il est méchant, observez si vous avez déjà été voir d'autres thérapeutes et que les autres thérapeutes, c'était pareil, vous les aviez peut-être trouvés cons et nuls. Parfois, on a des clients qui arrivent et qui disent je suis allé voir un tel, et au fait, ils étaient tous méchants, agressifs, ils m'ont tous rejeté. Lorsque j'entends ça en thérapie, je me demande en quoi je ne serais pas la personne suivante sur la liste qui va faire revivre à mon client cette sensation d'être agressé. Donc ici aussi, mettez plus de conscience. Qu'est-ce qui se joue à chaque fois? Quelles sont mes peurs? Qu'est-ce que je redoute de vivre pendant la consultation thérapeutique, dans ma relation avec mon thérapeute, ou si je ne prends pas la session de thérapie là dans les 3 jours et que je reste à la maison en attendant tranquillement la prochaine séance. Maintenant, je vais vous parler de formats de résistance, des résistances que j'ai observées dans mes consultations thérapeutiques. C'est peut-être des informations assez nouvelles que je vais vous donner. En tout cas, je les ai pas entendues ailleurs. J'ai observé ces 4 formats de résistance pendant les séances. Ces 4 ne pas. Je ne peux pas, je ne veux pas, je ne crois pas et je ne sais pas. Ce sont les mots que les clients prononcent et qui sont immédiatement des indicateurs des résistances. Je vais d'abord parler de la résistance « je ne peux pas ». Lorsque j'entends cette phrase, je comprends que mon client me parle de l'incapacité physique.
de quelque chose où il n'y arrive pas. C'est trop dur, c'est quelque chose qui est insurmontable et le client il pense qu'il a épuisé ses forces. C'est comme si il niait ses forces et la capacité d'y arriver. D'où ça vient? Ça vient du manque d'amour de soi, entre autres, et du fait de croire dans ses capacités, dans sa puissance, dans le fait d'y arriver. Ici, si le thérapeute ne croit pas en capacité de son client à dépasser son problème et le thérapeute se dit ouais là c'est un cas grave, il n'y arrivera jamais, là la thérapie va aller nulle part. Si le thérapeute croit en son client, il peut l'aider à dépasser cette résistance je ne peux pas. Le deuxième format de résistance, c'est la résistance je ne veux pas. Là, nous sommes plutôt dans une sphère plutôt émotionnelle, mais le je ne veux pas, il s'agit de nier sa souffrance et sa responsabilité d'en sortir. C'est comme si je disais je ne veux pas prendre la responsabilité de m'en sortir, je ne le veux pas. C'est un moment émotionnel de résistance, je ne veux pas parler de ma mère, je ne veux pas parler de ses difficultés, je n'ai pas de problème avec elle, je ne veux pas du tout en parler, ça sert à rien. Cette résistance émotionnelle, par exemple, peut aussi se manifester en « je ne veux pas m'en souvenir ». Ce n'est pas « je n'y arrive pas et je ne peux pas », c'est « je ne le souhaite pas ». Je mets une sorte de paravent au lieu d'aller découvrir ma souffrance. Ensuite, vous avez le format « je ne crois pas ». Là, on est plutôt dans le domaine, je dirais, spirituel. Ça touche à la foi. Si vous n'y croyez pas, vous ne croyez pas en idée que le transgénérationnel puisse avoir un impact sur vous, que le système familial et toutes les souffrances qui ont été vécues peuvent avoir des répercussions sur vous, que vous avez eu plusieurs incarnations. Là, on touche au domaine de la foi et on peut discuter avec notre client du côté de la foi, du côté de ses croyances, mais avant tout, en tant que thérapeute, je préfère reprendre par exemple les croyances fondamentales de la thérapie. Par exemple, moi, Olga, je crois que les émotions cristallisées nécessitent à être débloquées en thérapie. C'est vraiment ma thérapie, elle est fondée sur ces croyances. Et si mon client me dit je ne crois pas que ce soit vraiment nécessaire d'aller vidanger la charge émotionnelle derrière mes émotions, là je vais peut-être proposer au client d'aller voir un autre thérapeute. Et puis vous avez la forme de résistance, le « je ne sais pas ». Souvent on entend cette phrase lorsque on pose au client la question « qu'est-ce que vous ressentez ?» Est-ce que vous vous rappelez d'avoir vécu quelque chose de difficile sur ce domaine, dans telle ou telle situation? Et le client, depuis sa tête, nous dit « je ne sais pas ». Donc ça, c'est la tête qui nous parle. Et la tête, elle sait qu'en bas, dans les émotions, il se passe quelque chose. Mais il vaut mieux pas y aller tout de suite parce que c'est la résistance qui se déclenche pour pas revenir au corps. On déménage dans le mental pourvu que le corps et l'émotionnel ne soient pas sollicités. Au-delà de ces 4 formats de résistance, je ne peux pas, je ne vais pas, je ne crois pas et je ne sais pas, il y a encore un type de résistance un peu spécifique dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure. C'est la résistance qui se manifeste dans le dénigrement et la dévalorisation du thérapeute ou du processus thérapeutique. Souvent, ce sont des clients qui, par exemple, posent des questions. Est-ce que vous êtes compétente? Est-ce que vous avez fait passé combien d'heures de formation? Quels sont vos diplômes? Est-ce que vous avez déjà aidé des personnes comme moi? Et c'est quoi les statistiques moyennes de guérison? Au bout de combien de temps je vais dépasser tout ça? Est-ce que vous êtes sûr que la question que vous m'avez posée, c'est la bonne? Et le protocole que vous avez choisi aujourd'hui, pourquoi c'est celui-là? Et je ne suis pas sûre qu'avoir testé cet outil dans mon problème, c'est la bonne solution. C'est un moment spécial pour tous ceux qui, du côté des thérapeutes,
un moment spécial à vivre. Moi, en tout cas, je l'ai déjà vécu en séance. C'est quelque chose qui peut être très déstabilisant et pousser le thérapeute à se justifier. J'aimerais vous dire que si vous êtes du côté du client et que vous avez besoin de vous assurer que le thérapeute, c'est une personne de confiance, il vaut mieux lui en parler tout de suite, que voilà, vous ressentez qu'il y a une résistance par rapport à son niveau de compétence, que vous avez des doutes et que vous aimeriez aborder ce sujet aussi dans la thérapie. Et si vous êtes thérapeute, n'oubliez pas que la seule personne qui peut vous poser des questions, pourquoi tel protocole, pourquoi telle question, quel est le sens de cet outil-là que vous avez utilisé en séance, la seule personne qui peut vous poser ces questions, c'est votre superviseur. Il n'y a que lui qui est en droit de fouiller dans votre cuisine intérieure et pas votre client. Parfois, si votre client est trop intrusif de ce côté-là, il vaut mieux gentiment mais fermement réexpliquer qui vous êtes, qui il est et qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans votre cabinet et quels sont les rôles respectifs du thérapeute et du client. Maintenant, je voudrais répondre à la question que faire avec ces résistances. Si vous êtes thérapeute, je vais d'abord donner des clés à toutes les personnes qui sont thérapeutes et qui me regardent, et ensuite je vais reprendre que faire avec les résistances si vous êtes client. Donc si vous êtes thérapeute, qu'est-ce que vous devez faire lorsque votre client tout à coup rentre dans un mécanisme de résistance et par exemple vous observez le je ne peux pas, je ne veux pas, je ne crois pas, je ne sais pas. Premièrement, votre job, c'est de remarquer ce qui se passe et de le notifier à votre client. Comment le faire? Avec la bouche, avec les mots. Vous pouvez simplement l'exprimer au client qui est en train de patauger et qui n'est absolument pas au courant qu'il va se faire traverser par un 35 tonnes qui est très douloureux pour lui. Donc votre job en tant que thérapeute, c'est de lui notifier que ce que vous ressentez est normal. Je vois que vous êtes en train de résister, de bloquer, d'être figé, d'être coincé dans cette émotion et c'est normal. Je la vois, je la reconnais et elle est valable. De cette manière, en tant que thérapeute, vous allez reconnaître que ça fait partie du processus et ça aussi, ça rassure votre client. Quand vous dites au client, c'est normal ce qui se passe, c'est ok d'être là et de cette manière, vous donnez au client l'autorisation d'être lui-même. Vous lui donnez le droit de ne pas être parfait, vous lui donnez le droit de bloquer face à quelque chose qui se prépare. C'est un moment de reconnaissance. Et ce que vous pouvez faire, c'est ne pas sortir votre client tout de suite s'il est dans une émotion forte. Par exemple, le client pleure. Ne vous précipitez pas tout de suite à le rendre tout à coup joyeux et de faire un outil pour qu'il se sente mieux. Sauf si c'est un traumatisme qui est très très fortement ouvert, là oui vous pouvez le ramener à un peu plus de raison et un peu plus de conscience, mais laissez-le dans cet espace sans vouloir le retirer de cette émotion forte et simplement en lui proposant la chose suivante. Dites-lui là vous êtes en contact avec cette émotion, avec cette sensation. Pourriez-vous vous donner l'autorisation aujourd'hui, vous autoriser à faire connaissance avec cette émotion un tout petit peu? Est-ce que ça vous dit de la connaître mieux aujourd'hui pour qu'on puisse travailler avec? Et vous, en tant que thérapeute, vous devez transmettre à votre client les étapes de la guérison. Je vais reprendre ma métaphore avec le dentiste tout à l'heure. Lorsque moi je vais chez le dentiste, j'aime beaucoup que mon dentiste m'explique que au départ je vais avoir telle sensation. Ensuite, je vais avoir mal pendant 2 à 5 minutes. Ensuite, je vais passer par telle sensation, telle étape et ça va se finir de telle ou telle manière, voilà, avec quelques petites options au milieu. Mais j'aime quand mon thérapeute m'explique les étapes
par lesquels je vais passer. Et lorsque le thérapeute explique que nous allons aborder tel sujet, les résistances intérieures peuvent se manifester, elles vont se manifester de telle ou telle manière, je vais faire ça, ça ou ça, vous aurez telle ou telle question qui va arriver, ça c'est normal, ça c'est à creuser, ça on pourra le laisser de côté, etc. etc. Donc que ça fasse mal, que ça fasse du bruit, que ça soit agréable, désagréable, mais que ça va s'arrêter, votre client il a besoin de connaître ces étapes. Donc pensez à ça si vous êtes thérapeute. Et puis parlez aussi à votre client des annulations des rendez-vous. Parlez de ce qui se passe dans les 48 heures qui précèdent la consultation thérapeutique. Parlez-lui des bouchons, parlez-lui des oublis qu'il peut avoir. De cette façon, il ne va pas ressentir de la culpabilité par rapport à ce qu'il fait. C'est comme si vous, en tant que thérapeute, vous disiez à votre client « Je sais que ça va être pas spécialement simple, mais ça va le faire. Voici les obstacles. » Et on les dépassera ensemble. Cela crée un climat de confiance entre vous et votre client. La communication et le dialogue créent toujours ce que j'appelle cette alliance thérapeutique, et pour moi c'est de l'art. Il faut peut-être plusieurs années pour arriver à cette capacité du côté du thérapeute. Mais alors maintenant, que faire si vous êtes résistant mais vous êtes du côté du client ? C'est exactement la même chose. Il faut s'asseoir, échanger et dialoguer ensemble. C'est votre thérapie, alors parlez-en. Dire et oser dire ce qui ne va pas, c'est important. Puisque votre thérapeute est en droit de vous poser des questions sur ce que vous ressentez, vous aussi, vous avez la possibilité de lui poser des questions et de parler de ce que vous ressentez dans la relation avec votre thérapeute. En cas de résistance, ne vous dévalorisez pas vous-même et ne dévalorisez pas votre thérapeute en le traitant de méchant incapable. Si votre thérapeute est compétent, mais que votre problématique le dépasse, généralement les thérapeutes n'ont pas de mal à dire aux clients « Écoutez, je nage dans cette question-là, je n'ai jamais eu ça dans ma pratique thérapeutique. J'ai besoin d'une séance de supervision. Il faut que je lise quelques livres sur ce sujet. Est-ce que vous voulez bien m'accorder un petit délai, revoir ma stratégie thérapeutique, ou bien je vous redirige vers une forme de thérapie plus adaptée ?» N'hésitez pas à en parler avec votre thérapeute. Savoir de la bouche du thérapeute que les résistances, ça fait partie du processus thérapeutique, c'est normal et c'est aussi rassurant. Ça permet d'avancer à deux dans ce que j'appelle l'alliance thérapeutique. Commencez par nommer la résistance parce que derrière la résistance, il y a une peur. Et ensuite, petit à petit, votre thérapeute vous emmènera à rentrer dans la peur, faire connaissance avec elle pour la traverser et la débloquer. En revanche, analyser les résistances de manière intellectuelle ne sert strictement à rien. J'avais un client qui avait fait plus de 20 ans de psychothérapie et il pouvait me nommer tous les squelettes dans le placard par leur nom. Autrement dit, il pouvait me parler de tous les mécanismes de défense psychologique en me disant que ça c'était du refoulement, ça c'était du déni, ça c'était de la régression, ça c'était de l'idéalisation, etc., etc. Mais connaître le nom de la résistance, c'était super chouette, c'était bien, mais ça ne produisait pas un changement intérieur. Donc si vous avez pris conscience d'une résistance intellectuellement, mais que vous n'avez pas ressenti un changement à l'intérieur de vous, c'est que la prise de conscience est en quelque sorte fausse. Si après la compréhension, rien ne change, c'est que vous n'êtes pas allé au bout. Et la résistance, c'est toujours une zone de ressources et de croissance. Et encore une chose, si vous êtes déçu par votre thérapeute, la déception arrive souvent dans les dernières séances lorsque vous estimez que vous pouvez y arriver tout seul. Lorsque vous pensez que vous n'avez plus besoin de votre thérapeute, la déception est normale. Et je dirais presque que la déception doit arriver parce que votre thérapeute, il n'est pas parfait. Il n'est pas Dieu, il n'est pas surcompétent, il ne sait pas tout et encore moins, ce n'est pas lui qui sait mieux que vous comment vous devez vivre. C'est une personne qui est un être humain, saine et normale, avec ses résistances, avec ses mécanismes de protection, avec peut-être même ses névroses. Votre thérapeute, lui aussi, il peut aller aux toilettes pour faire la grosse commission. Lui aussi peut tomber malade et lui aussi peut même mourir. Ça, c'est la réalité. Et ce qui ne sait pas
passer avec vos parents doit se passer ici. Autrement dit, vos parents ne sont pas parfaits. Vous n'êtes pas en droit d'exiger de vos parents une perfection absolue dans tout leur comportement, d'être irréprochables et de ne jamais mourir. Vos parents sont mortels, vos parents ne savent pas tout, tout comme votre thérapeute qui est juste un professionnel et un expert, mais lui ne sait pas tout. Ce n'est pas Dieu et descendez-le du piédestal de Dieu sans le dénigrer. La pensée que je suis en train de vous passer est très importante. Lorsque l'image de Dieu tombe et que vous voyez en votre thérapeute une personne saine, normale et humaine, vous pouvez construire avec lui une relation saine et sécure. Parce que derrière la déception se cache souvent l'idéalisation. Et les deux premières personnes de qui vous attendiez cette idéalisation, c'était vos parents. Le thérapeute les représente. Voilà, ça c'était une pensée importante qui parfois amène certains clients à surfer entre les thérapeutes, aller voir plusieurs thérapeutes, choisir, aller voir un tel, puis un tel, puis un tel. Et il y en a même qui se disent, mais s'il y avait encore mieux, s'il y avait encore quelqu'un qui était surcompétent, surpuissant, qui pouvait m'aider. Ça, c'est le conflit d'idéalisation suivi de la déception. C'est dans la direction de papa et maman qu'il va falloir regarder. Il se peut que vous attendiez beaucoup de choses d'eux dans votre enfance. Et la toute dernière chose, le thérapeute qui vous suit ne peut vous accompagner qu'à son niveau. Il ne peut pas vous amener plus loin que le niveau où il se trouve lui-même. Il vous accompagne à son niveau, mais pas plus. C'est peut-être un autre thérapeute qui va reprendre ce chemin-là. Mais si vous ressentez qu'il n'y a plus rien à creuser avec votre thérapeute, que vous n'obtenez plus ces prises de conscience et ces soulagements, c'est pas que votre thérapeute est devenu mauvais ou con. C'est simplement la fin du parcours avec lui et quelqu'un d'autre peut-être reprendra sa place derrière. Quoi qu'il en soit, mon conseil le plus important, c'est parler de vos résistances, échanger et dialoguer avec votre thérapeute. Pas par SMS, de vive voix, ensemble. Pour moi, c'est ça qui constitue l'alliance thérapeutique entre le client et son thérapeute. Chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a aidé, si vous avez eu des nouvelles prises de conscience, je serais ravie de les lire dans les commentaires. Et je vous remercie également pour vos réactions, vos likes, vos partages avec des personnes qui peuvent en avoir besoin. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.